Certains endroits sur Terre sont d'une beauté trompeuse. Ce qui semble être un coin de paradis peut se transformer en quelques secondes en un piège mortel. Les blowholes hawaïens sont l'un de ces endroits où la beauté envoûtante cache la force impitoyable de l'océan. Les touristes admirent les gigantesques jets d'eau jaillissant des rochers de lave noire, sans se rendre compte qu'ils se trouvent au-dessus de tunnels mortels dont personne n'est jamais sorti vivant. La plupart repartent avec des souvenirs inoubliables, mais certaines histoires se terminent différemment. David Potts faisait ses valises, impatient de prendre ses premières vacances depuis des années. À 44 ans, cet entrepreneur en bâtiment du comté de Marin était habitué à l'effort physique et n'avait pas peur de l'aventure. Dans sa jeunesse, il avait fait du parachutisme et du ski alpin, mais la naissance de son fils Indigo avait changé ses priorités. Sa famille avait désormais plus que jamais besoin de lui. Sa fiancée, Tika Hick, suivait un traitement de chimiothérapie et ses proches avaient décidé d'offrir au couple quelques jours à Hawaï avant une opération importante. En janvier 2011, Indigo est né, le fils tant attendu qui devait symboliser un nouveau départ. Tika travaillait comme éducatrice dans une crèche, mais en mars, les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du sein. Ce diagnostic a été un coup dur pour la jeune famille qui commençait tout juste à construire son avenir. Les problèmes financiers s'accumulaient, l'entreprise de construction de David avait souffert de la crise, les frais médicaux s'accumulaient et la perte de leur maison à cause de la faillite les avait obligés à louer un petit appartement. Mais même dans les moments les plus difficiles, David croyait que tout irait mieux après l'opération de Tika, prévue pour le 17 juillet. L'île de Maui devait être un répit avant la bataille décisive contre la maladie. Le frère de Tiki, Bo Hick, a accepté de se joindre au voyage avec sa femme pour aider à s'occuper d'Indigo, âgé de 6 mois. Le 7 juillet 2011, ils ont atterri à l'aéroport de Kaului. La chaleur hawaïenne les accueillit avec ses parfums tropicaux et l'odeur salée de l'océan. Tika souriait pour la première fois depuis des semaines, et David ne pouvait cacher son émerveillement enfantin devant les palmiers et l'eau turquoise. Ils passèrent les 2 jours suivants comme des touristes ordinaires, plage, cuisine locale, coucher de soleil. Mais David avait soif d'aventure. Le repos tranquille était agréable, mais son âme réclamait quelque chose de plus excitant. Le matin du 9 juillet, en parcourant des sites touristiques, ils tombèrent sur la description du Nakalele Point Blowhole. Les photos étaient impressionnantes, de puissants jets d'eau s'élevant à 30 mètres de hauteur depuis les rochers de lave noire. L'endroit se trouvait à 25 km de l'hôtel, sur la route pittoresque de Kawenkali. David était enthousiasmé par cette idée. C'était l'aventure qui manquait à leurs vacances tranquilles. Tika n'était pas contre l'idée d'une excursion. Après des mois de chimiothérapie, elle se sentait suffisamment bien pour faire de courtes sorties. Bo et sa femme étaient également intéressés. Ils avaient entendu parler du blowhole par d'autres touristes. Le plan était simple, se rendre à Nakalele Point, admirer le spectacle naturel, prendre des photos et rentrer pour le dîner. Personne ne se doutait que Nakalele Blowhole avait une réputation sinistre parmi les services de secours. En ce samedi midi ensoleillé, la famille Potts partit avec une joyeuse anticipation, sans se douter qu'elle se dirigeait vers un piège mortel qui allait changer leur vie à jamais. La route de Kaakili serpentait le long de la côte nord de Maui comme une route sinueuse sortie d'une carte postale touristique. La famille Potts roulait dans une voiture de location, admirant les paysages spectaculaires. À gauche, des pentes verdoyantes escarpées, à droite l'océan Pacifique à perte de vue. L'ambiance était joyeuse. Ils partaient enfin pour une vraie excursion. Après 40 minutes de route, ils aperçurent plusieurs voitures garées sur le bord de la route. Une petite aire de terre battue servait de parking improvisé aux touristes désireux de voir le célèbre blowhole. David gara la voiture à côté des autres véhicules et regarda autour de lui. Le seul panneau indicateur était un panneau délavé à 1/4 de kilomètre du sentier. Blowhole, garez-vous et avancez à vos risques et périls. Il n'y avait aucun autre avertissement visible. Le sentier menant à Nakalele Point commençait de manière anodine, un chemin battu à travers des buissons bas et des rochers volcaniques. La famille marchait tranquillement, s'arrêtant pour prendre des photos. Après quelques minutes de marche, ils entendirent un bruit caractéristique, le bruit sourd des vagues se brisant sur les rochers et des éclaboussures d'eau périodiques. À mesure qu'ils s'approchaient du bord de la falaise, le paysage devenait de plus en plus spectaculaire. Les rochers de lave noire tombaient à pic dans l'océan, et en contrebas, les vagues écumeuses se brisaient avec violence. Le blowhole était exactement comme sur les photos trouvées sur Internet.
un trou d'environ 1 mètre de diamètre dans une surface de lave plate. Toutes les 10 à 15 secondes, une nouvelle vague s'engouffrait dans le tunnel souterrain dans un grondement assourdissant et un puissant jet d'eau d'environ 25 mètres de haut jaillissait de l'ouverture. D'autres touristes s'étaient déjà rassemblés autour du blowhole, photographiant les fontaines d'eau et prenant des selfies. L'atmosphère était détendue, comme lors d'une journée ordinaire dans un lieu touristique populaire. Vers 13h30, David décida de s'approcher du bord du blowhole. Le spectacle était fascinant. Chaque éruption d'eau était unique par sa force et sa hauteur, et l'arc-en-ciel dans la poussière d'eau scintillait de toutes les couleurs du spectre. Tika et Indigo sont restés à quelques mètres du bord, où il était plus sûr de se tenir avec un enfant dans les bras. Beau et sa femme se tenaient également à distance. À ce moment-là, le touriste italien Rocco Paganelli était en train de cadrer une photo. Sa fille et ses amis avaient repris la pose devant le blowhole, attendant la prochaine éruption spectaculaire. Dans le viseur de son appareil photo, Paganelli voyait non seulement les filles, mais aussi la silhouette d'un homme en short coloré, debout au bord du trou, dos à l'océan. David se trouvait à quelques centimètres seulement du blowhole, fasciné par la puissance du spectacle naturel. Erika Meyer observait la scène avec une inquiétude grandissante. Elle n'aimait pas voir cet inconnu s'approcher si près du bord dangereux. Se tenir dos à l'océan dans un tel endroit semblait imprudent. Les vagues étaient imprévisibles et les rochers de lave mouillés étaient glissants. Elle se tourna vers son mari pour lui faire part de ses craintes, mais au même moment, elle entendit le clic d'un appareil photo. L'appareil photo captura le moment où une nouvelle vague puissante frappa le tunnel souterrain du blowhole. Mais cette fois-ci, quelque chose ne se passa pas comme prévu. Au lieu du jet vertical habituel, il s'est produit quelque chose d'autre. La vague était si forte que l'eau a jailli par-dessus le bord de l'ouverture, inondant la zone environnante. David, qui se tenait tout au bord, a perdu l'équilibre sur la surface glissante. Les témoins l'ont vu essayer de se retenir en agitant les bras, mais les pierres de lave humides ne lui offraient aucune prise. En une fraction de seconde, David s'est retrouvé au bord du gouffre, puis a disparu dans l'ouverture noire du blowhole. Tout s'est passé si vite que la plupart des touristes n'ont pas immédiatement compris ce qui s'était passé. Seul Paganelli, qui regardait dans son viseur, et Erika Meyer, qui observait justement David, ont été témoins de toute la tragédie. Le grondement de l'océan a étouffé tous les sons que pouvait émettre l'homme en chute libre. En une seconde, David Potts a disparu dans les entrailles de la roche volcanique, aspiré par un tourbillon dans un étroit tunnel menant à l'océan. Les premières secondes après la chute, un silence assourdissant régnait. Les touristes regardaient l'espace vide où se tenait l'homme quelques instants auparavant, incapable de croire à ce qui venait de se passer. Paganelli baissa sa caméra et fixa le blowhole, essayant de comprendre s'il n'avait pas rêvé. Bo Hick fut le premier à réaliser l'ampleur de la tragédie. Il se précipita vers le bord du trou et se mit à crier le nom de David, scrutant le gouffre noir. Sa femme le suivit, puis les autres touristes comprirent ce qui s'était réellement passé. Paganelli abandonna sa caméra et rejoignit le groupe de personnes rassemblées autour du trou. Pendant environ 1 minute, ils scrutèrent l'obscurité du tunnel, mais ne virent rien. Seul le clapotis de l'eau dans les profondeurs et l'écho des vagues de l'océan qui se brisaient contre les parois de la grotte souterraine se faisaient entendre. Bo cria de plus en plus fort, espérant entendre une réponse, mais seul le bruit de l'eau lui parvenait. Certains touristes ont commencé à contourner le blowhole, scrutant l'océan à la recherche de signes d'une personne qui aurait pu être projetée par la sortie sous-marine du tunnel. Et puis, un miracle s'est produit. Environ 90 secondes après la chute, une voix faible s'est fait entendre depuis les profondeurs du blowhole. David était vivant. Il criait à l'aide, sa voix résonnant dans les parois du tunnel souterrain. Bo s'est allongé sur le ventre au bord de l'ouverture et a commencé à répondre, essayant d'établir le contact avec l'homme piégé. Paganelli a saisi son téléphone et a composé le numéro des services d'urgence. Erika Meyer éloigna sa fille et ses amis du lieu de l'accident. Les enfants n'avaient pas à voir cela. D'autres touristes formèrent une chaîne de sécurité autour du trou afin d'éviter de nouveaux accidents parmi les curieux. La voix de David résonna faiblement mais distinctement depuis les profondeurs. Il demandait de l'aide, disant qu'il était coincé dans un espace étroit et qu'il ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Bo lui a dit que les secours étaient en route et qu'il fallait tenir bon. Pour la première fois depuis ces terribles minutes, tout le monde a repris espoir. L'homme était vivant, conscient, et une opération de sauvetage était possible. Mais la nature leur réservait un coup dur.
Une nouvelle vague énorme a frappé le blowhole avec une force jamais vue de toute la journée. L'eau s'est engouffrée dans le tunnel avec une puissance redoublée et la voix de David s'est soudainement interrompue. Les secondes de silence ont semblé durer une éternité. Bo a crié de plus en plus fort dans l'ouverture, mais sans réponse. Les tentatives suivantes pour établir le contact restèrent vaines. David Potts avait disparu pour la deuxième et dernière fois. La prise de conscience de ce qui venait de se passer frappa les personnes rassemblées près du blowhole comme une vague glaciale. Bo continua de crier dans le vide, refusant d'accepter la réalité. Sa femme pleurait, essayant de l'éloigner du bord dangereux. Paganelli se tenait à l'écart, le téléphone à l'oreille, transmettant les coordonnées au service d'urgence. Sa voix trahissait son désespoir. Comment expliquer qu'un homme était vivant et avait appelé à l'aide, et qu'il était maintenant silencieux? Bo, désespéré, tenta de descendre dans le trou, mais les autres touristes le retinrent physiquement. L'ouverture étroite, les parois glissantes, les puissants courants d'eau, toute tentative de descente aurait été suicidaire. Il fallut plusieurs personnes pour l'empêcher de commettre cet acte insensé. Les services de secours se sont rendus sur les lieux, mais il leur fallait au moins une demi-heure pour arriver par les routes de montagne. Le temps jouait contre eux. Le moment le plus difficile est arrivé lorsque Bo a composé le numéro de Tika. Comment expliquer à une femme avec un enfant dans les bras que l'homme de sa vie était tombé dans un trou dans la roche et avait disparu? Tika était à l'hôtel, profitant du calme pendant qu'Indigo dormait. L'appel de son frère a détruit son monde en un instant. À 14 heures, plus de 20 touristes s'étaient rassemblés près du trou. Certains essayant d'aider, d'autres ne pouvaient tout simplement pas partir sans savoir ce qui allait se passer. Tout le monde comprenait qu'ils étaient les témoins d'une tragédie qui allait changer à jamais la vie de personnes qu'ils ne connaissaient pas. Un silence pesant régnait, rompu seulement par le bruit des vagues et les éclaboussures périodiques du blowhole, cette merveille de la nature qui, quelques minutes auparavant, avait suscité tant d'enthousiasme et qui semblait désormais sinistre et hostile. La première équipe de secours est arrivée à Nakalele Point à 14h45. 4 véhicules des services d'urgence de Maui ont parcouru la route sinueuse de Kaekili à la vitesse maximale autorisée par les lacets de montagne. L'équipe comprenait des sauveteurs du service d'incendie de Maui, des agents du service de sécurité nautique équipés de jet-ski et des policiers chargés de coordonner l'opération. Le lieutenant Wayne Ibarra, chef des opérations, a inspecté les lieux et a immédiatement compris l'ampleur du problème. Le blowhole de Nakalele Point était un étroit tunnel d'environ 1 mètre de diamètre qui s'enfonçait dans l'océan à travers une roche volcanique dense. La descente était techniquement impossible. L'ouverture était trop étroite pour une personne équipée d'un équipement de sauvetage et de puissants courants d'eau remplissaient le tunnel avec une force énorme toutes les quelques secondes. À 15h30, l'hélicoptère R1 du service des pompiers s'est joint à l'opération. Les pilotes ont inspecté la côte à la recherche d'une sortie sous-marine du tunnel dans l'espoir de repérer David dans l'océan. Dans le même temps, des sauveteurs à motoscooter parcouraient les eaux côtières dans un rayon d'1 kilomètre autour du blowhole. La côte nord de Maui, dans cette région, est parsemée de rochers de lave acérés et de récifs sous-marins, ce qui compliquait considérablement les opérations de recherche. Les experts en sécurité nautique ont expliqué à Boiku la dure réalité. Le réseau de tunnels sous-marins du blowhole s'étend à une profondeur et sur une distance inconnue. Une personne prise au piège dans ce système pourrait se retrouver n'importe où, coincée dans un passage étroit, projetée dans l'océan à plusieurs centaines de mètres du blowhole ou gravement blessée par les chocs contre les parois rocheuses du tunnel. À la fin de la journée du 9 juillet, la zone de recherche s'était étendue à 3 km de la côte. Les plongeurs ont exploré les grottes et les crevasses sous-marines, mais les conditions météorologiques difficiles au nord de Maui ont compliqué leur travail. La visibilité sous l'eau ne dépassait pas 3 mètres, et les courants étaient si forts que les plongeurs ne pouvaient travailler que par sessions courtes de 15 à 20 minutes. Les recherches se sont poursuivies jusqu'à la tombée de la nuit, sans résultat. Le lieutenant Ibarra a honnêtement expliqué la situation à la famille. Les chances de retrouver David vivant diminuaient d'heure en heure. L'eau froide de l'océan, les blessures possibles dues à la chute, le manque de nourriture et d'eau douce. Même s'il avait survécu à la chute, les facteurs environnementaux jouaient contre lui. Les 10 et 11 juillet, les recherches se sont poursuivies avec une intensité redoublée. Des équipes supplémentaires de plongeurs ont rejoint les opérations et la zone de patrouille des hélicoptères a été élargie. La famille Potts a passé ses journées au camp de base des opérations de sauvetage, s'accrochant à tout espoir d'une issue favorable. Tika
avec le petit Indigo dans ses bras, passait des heures au bord de l'eau, scrutant les vagues de l'océan. Chaque fois qu'un hélicoptère revenait d'une patrouille, son cœur s'arrêtait dans l'attente de nouvelles. Mais les sauveteurs secouèrent la tête. Aucune trace de David n'avait été trouvée. Le deuxième jour des recherches, Tika fit un geste symbolique d'adieu. Elle acheta un bouquet de fleurs dans une boutique locale et retourna à Nakalele Point. Debout à l'endroit où David avait été vu pour la dernière fois, elle jeta les fleurs dans les vagues de l'océan en prononçant des mots que seules elle et la mer pouvaient entendre. Elle a demandé à Hawaï de prendre soin de l'homme qu'elle aimait et de lui donner la force de surmonter cette épreuve. Le 11 juillet à 17h30, le lieutenant Ibarra a décidé de mettre fin à la phase active des opérations de recherche. 72 heures de recherche intensive n'avaient donné aucun résultat et les conditions météorologiques se détérioraient. L'affaire a été requalifiée en disparue sans laisser de traces, ce qui signifiait le passage d'une opération de sauvetage à une enquête sur les circonstances de l'accident. La nouvelle de la fin des recherches a frappé la famille comme un coup physique. Bo Hick ne pouvait accepter la décision des autorités. Comment pouvait-on cesser de rechercher un être humain vivant ? Il a exigé la poursuite des opérations et proposé de financer lui-même les jours de recherche supplémentaires. Mais les services de secours lui ont expliqué la cruelle réalité mathématique de la survie. Un être humain ne peut survivre plus de 72 heures dans l'eau froide de l'océan sans assistance médicale. Tika a accueilli la nouvelle avec un calme extérieur qui a frappé son entourage. Elle n'a pas pleuré, n'a pas crié, n'a pas exigé l'impossible. Au lieu de cela, elle a fait une déclaration dont tous les présents se souviennent. L'opération aurait lieu comme prévu, le 17 juillet. Rien ni personne ne la ferait renoncer à son traitement contre le cancer. La décision de Tika semblait incroyable à son entourage. Comment peut-on penser à des procédures médicales quand votre mari est littéralement aspiré par un trou au bout du monde ? Comment trouver la force de lutter contre la maladie quand le monde s'écroule sous vos yeux ? Mais Tika a expliqué sa logique avec une clarté saisissante. Elle a un fils qui a besoin d'une mère en bonne santé. David aurait tout donné pour qu'elle survive et élève Indigo. Renoncer au traitement signifiait trahir sa mémoire et condamner son enfant à l'orphelinat. Les conseillers médicaux ont tenté de la convaincre de la nécessité d'une préparation psychologique. Une opération aussi grave nécessite un état émotionnel stable, et un chagrin intense peut avoir un impact négatif sur le processus de guérison. Mais Tika est restée inflexible. Elle est prête pour l'opération, tant sur le plan physique que moral et émotionnel. De plus, l'intervention chirurgicale lui permettra de passer plusieurs heures dans l'inconscience sans avoir à penser à sa perte. Le frère de Bo a soutenu sa décision, bien qu'avec beaucoup de doutes. Il a vu Tika se battre de toutes ses forces, chaque jour sans David, lui ôtant toute son énergie vitale. Peut-être que se concentrer sur son traitement l'aiderait vraiment à surmonter son chagrin et à trouver un nouveau sens à sa vie. Le 12 juillet, la famille s'envola de Maui pour la Californie. Dans l'avion, Tika tenait son enfant dans ses bras et regardait par le hublot les îles hawaïennes s'éloigner. Quelque part là-bas, dans les eaux turquoises de l'océan Pacifique, restait l'homme avec lequel elle avait prévu de passer toute sa vie. Elle devait désormais construire son avenir seule, en commençant par la table d'opération. Le retour à San Anselmo ne leur a pas apporté la joie de retrouver leur foyer, mais la dure réalité. Les factures médicales, les créanciers réclamant le remboursement du prêt immobilier de la maison perdue, la nécessité de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant sans le principal soutien financier de la famille. David n'avait pas eu le temps de souscrire une assurance vie, ils avaient prévu de s'en occuper après l'opération de Tiki et la stabilisation de son état. Mais c'est dans ces moments difficiles que le meilleur de la nature humaine s'est révélé. Les amis de la famille ont organisé une collecte de fonds, les voisins ont apporté de la nourriture et des affaires pour les enfants, la chambre de commerce et d'industrie de San Anselmo s'est chargée de coordonner les dons. Des personnes qui n'avaient jamais connu David ont fait des dons à la famille après avoir lu la tragédie dans les journaux locaux. Le 16 juillet, la veille de l'opération, Tika a accordé une interview à une chaîne de télévision locale. Les journalistes s'attendaient à voir une femme brisée par le chagrin, mais ils ont découvert une femme à la volonté de faire. Elle parlait de David avec amour, mais sans hystérie. Elle soulignait qu'il ne lui aurait jamais pardonné d'avoir refusé le traitement pour se laisser aller au chagrin. Sa principale mission était désormais de survivre et d'élever son fils, qui serait le souvenir vivant des meilleures qualités de son père. Le soir du 16 juillet, Tika s'est permis un dernier moment de faiblesse avant l'opération. Elle a sorti des photos de ses vacances à Hawaï.
Des visages heureux devant des palmiers, David avec leur fils dans les bras, leur dernier selfie ensemble. Demain, un nouveau chapitre de sa vie commencera. Le matin du 17 juillet a commencé à 5 heures par un appel téléphonique de l'hôpital. L'infirmière lui a rappelé qu'elle devait arriver à 7h30 pour la préparation préopératoire. Tika s'est réveillée dans un appartement vide. Indigo avait passé la nuit chez des proches qui allaient s'occuper de lui pendant sa convalescence. Le silence de la maison était plus assourdissant que n'importe quel bruit. En préparant son sac pour l'hôpital, elle a machinalement glissé dedans la photo de David et Indigo prise à Maui la veille de la tragédie. Dans le questionnaire médical, elle a dû inscrire le nom de son frère à la place de David dans la rubrique « Personne à contacter en cas d'urgence ». Ces simples formalités administratives lui rappelaient douloureusement sa nouvelle réalité. Le trajet jusqu'à l'hôpital s'est déroulé en silence. Tous deux comprenaient le symbolisme du moment. Aujourd'hui, une étape du combat s'achevait et une autre commençait. La double mastectomie a duré 4 heures. L'opération s'est déroulée sans complications. La biopsie des tissus prélevés a confirmé l'ablation complète des tumeurs malignes. L'objectif était atteint. Tika a passé ses premières heures en soins intensifs, se réveillant périodiquement de l'anesthésie et demandant des nouvelles d'Indigo. Les infirmières ont remarqué qu'elle n'avait pas une seule fois demandé où était son mari. Son chagrin était si profond qu'il ne remontait pas à la surface de sa conscience. Le 3e jour après l'opération, Tika a accordé une interview aux journalistes rassemblés devant l'hôpital. Ses paroles ont frappé le personnel médical par leur honnêteté et leur force d'âme. Elle parlait de la douleur physique comme d'un soulagement. Enfin, ses sensations physiques correspondaient à ses émotions intérieures. La convalescence se déroulait plus rapidement que prévu. Tika insistait pour sortir rapidement de l'hôpital. Indigo l'attendait à la maison et, à 6 mois, il commençait déjà à s'inquiéter de l'absence prolongée de sa mère. Les services sociaux ont proposé de placer temporairement l'enfant dans une famille d'accueil, mais Tika a catégoriquement refusé. Indigo était son seul lien avec David, se séparer de son fils signifiait perdre le dernier vestige de leur bonheur familial. Le retour à la maison fut une épreuve difficile. Les affaires d'Indigo, les outils de travail de David, les photos de famille, chaque objet dans l'appartement lui rappelait sa perte. Mais Tika prit une décision stratégique, ne rien jeter ni cacher. David faisait partie de leur vie et sa mémoire devait rester présente dans la maison pour Indigo. Le fonds commémoratif a réuni suffisamment de fonds pour couvrir les frais médicaux immédiats, mais les perspectives à long terme étaient sombres. Tika prévoyait de reprendre l'enseignement à la maternelle dès l'automne 2011, malgré les recommandations des médecins qui lui conseillaient une longue période de convalescence. À la fin de l'année 2011, il était clair que le cancer avait été vaincu, mais le combat était loin d'être terminé. En 2012, une opération supplémentaire de reconstruction a été nécessaire, mais Tika a accueilli cette nouvelle avec un calme stoïque. Après ce qu'elle avait vécu, les procédures de médicales semblaient être de simples formalités techniques. En 2024, Tika Hick travaille comme enseignante dans le district scolaire de Marin et élève Indigo, âgé de 13 ans. Le cancer n'est pas revenu et les examens médicaux montrent des résultats stables et satisfaisants. En apparence, sa vie semble réussie. Un emploi stable, un enfant en bonne santé, le soutien de la communauté. Mais ceux qui connaissent son histoire remarquent que son sourire n'atteint jamais ses yeux. Indigo grandit sans souvenir de son père, mais avec des histoires à son sujet. Tika crée délibérément l'image de David comme un héros de l'histoire familiale, un homme qui a sacrifié ses passions extrêmes pour sa famille, qui a travaillé à plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de ses proches et qui rêvait de donner à son fils la meilleure éducation possible. Les photos de David occupent une place d'honneur dans la maison. Ses outils sont conservés dans le garage pour le jour où Indigo s'intéressera au métier de son père. Chaque année, le 9 juillet, Tika passe la journée seule. Elle ne va pas à la plage, évite toute vue sur l'océan et refuse les invitations de ses amis à passer la journée en leur compagnie. C'est son jour de deuil personnel où elle peut se permettre de pleurer sans témoin ni jugement. L'histoire de David Potts fait désormais partie du folklore local de Maui. Les guides racontent aux touristes la tragédie de 2011 pour les avertir de la nécessité d'être prudents près des blowholes. Son nom est gravé sur une plaque commémorative installée à côté des nouveaux panneaux d'avertissement. Nakalele Pond Blowhole reste une attraction touristique populaire. Chaque jour, des centaines de personnes viennent admirer le spectacle naturel, prendre des photos et ressentir la puissance des éléments océaniques.
La plupart font preuve de prudence, lisent les avertissements et restent à distance de sécurité. Mais de temps en temps, certains se considèrent comme des exceptions à la règle. La beauté de la nature n'en est pas moins trompeuse. Les vagues continuent de s'écraser dans les tunnels de lave, projetant des colonnes d'eau de 30 mètres vers le ciel. Un arc-en-ciel joue dans les rayons du soleil qui traversent la poussière d'eau. Les touristes s'émerveillent devant la puissance des éléments et prennent des selfies devant cette merveille de la nature. David Potts a payé cette beauté de sa vie, laissant derrière lui une veuve et un petit garçon, ainsi qu'une leçon que chaque voyageur doit retenir. Et pourtant, si vous vous trouviez aujourd'hui près du Blowhole, pourriez-vous résister à la tentation de vous approcher pour vivre des émotions inoubliables ?